Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, de retour pour Parcours, votre émission avec ces destinées professionnelles qui vous passionnent puisqu'elle regorge de talents, d'expériences et de témoignages de terrain. Et de terrain aujourd'hui, eh bien, on va en parler encore avec mon invité qui, comme ingénieur, a arpenté nombre de sites dans le secteur de la pétrochimie où santé, sûreté et sécurité sont trois des piliers fondamentaux et vitaux. Bonjour Pierre Montagnon. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur le plateau de News Sécurité. Vous êtes directeur sécurité, santé et sûreté Europe chez Arkema, qui est un groupe chimique français, acteur majeur des matériaux de spécialité et qui emploie près de 7300 personnes en France. C'est exact. Alors Pierre, déjà vous êtes originaire de quelle région ? Je suis grenoblois d'origine. Grenoblois. Où j'ai fait toutes mes études d'ailleurs. D'accord, jusqu'à le bac. Jusqu'à au-delà du bac même, jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur. D'accord. Et mon service militaire. Alors, on va en parler de ce diplôme d'ingénieur, mais enfant, est-ce que déjà vous rêviez d'être dans l'univers de la chimie, dans l'univers de la sécurité, ou pas du tout? Vous aviez d'autres rêves? Pas du tout. Mes rêves, c'était de faire professeur d'histoire. Ah oui. Ou chercheur en histoire. Donc rien à voir avec la chimie ou quoi que ce soit. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a orienté vers des études d'ingénieur finalement plutôt qu'histoire? C'était une voie sur laquelle j'avais pas le choix. En fait, je dirais ma famille et mon frère étaient ingénieurs. Donc, mon fils, tu seras aussi ingénieur. Et donc, le parcours était déjà tracé d'avance, je dirais. C'était dans le sang familial. Dans le sang familial, c'est ça, oui. Alors, en effet, en 1986, vous passez un diplôme d'ingénieur, spécialité en génie chimique. C'est ça, oui. Voilà, ça c'est un point commun que nous avons, parce que moi, enfant, j'avais la petite boîte du petit chimiste. Et j'ai fait exploser la maison, c'est pour ça que je me suis orienté vers le journalisme, contrairement à vous, puisque très rapidement, vous avez ce diplôme, bien évidemment, et vous allez vous orienter vers cet univers. Justement, comment postulez-vous à l'issue de ce diplôme, de ces diplômes, à votre premier job? Est-ce que ce sont des annonces? Est-ce que c'est par le réseau? Non, c'est par des annonces. Ouais. C'est le hasard. Enfin, c'était pas une époque où le marché du travail était particulièrement florissant. Ouais. Donc voilà, j'ai postulé, et puis finalement... On a fait affaire avec, à l'époque, Elfatochem sur le site de Gonfreville, près du Havre. C'est ça, et vous y rentrez d'ailleurs en 1986. 86, voilà, c'est ça, après mon service militaire. Vous y restez 6 ans. D'ailleurs, service militaire, vous avez fait où? Je l'ai fait à Grenoble. 12 mois? 12 mois. Dans les bureaux, sur le terrain? Dans les bureaux et sur le terrain, j'étais dans la division alpine. D'accord. Donc j'ai fait un peu de randonnée en montagne. Alors en 86, vous rentrez chez Elfatochem, ingénieur procédé sur la plateforme pétrochimique de Gonfreville, Lorcher, c'est ça? C'est ça, oui. Près du Havre. Effectivement, près du Havre. Avec une anecdote plutôt rigolote concernant votre embauche, parce que outre vos compétences, il y a un détail, un petit détail, mais qui a son importance. Oui, exact. Et qui fait la différence. Qui a fait la différence en l'occurrence, oui, parce qu'on était plusieurs candidats retenus sur la dernière shortlist. Et j'ai su après que le choix s'était porté sur moi parce que j'avais été le seul à accepter de rentrer dans un four de vapocraqueur. Donc c'est quelque chose qui est immense, hein, qui fait 10 mètres de haut, 10 mètres de large. Enfin, c'est quelque chose d'assez colossal. Et j'étais le seul à avoir accepté de rentrer dans ce four avec mon costume. Alors, il faut se replacer dans l'époque. Hein, 86, la sécurité, bon, il y avait encore du chemin à faire. Mais en tout cas, c'est ça qui a fait la différence. D'après ce qu'on m'a dit par la suite. Costume que vous avez emmené ensuite au pressing, bien sûr. Voilà. Alors, quelles ont été vos premières missions de votre premier job? Des calculs. Voilà, j'ai appris mon métier en fait de génie chimiste. Ouais. J'ai fait beaucoup de calculs, calculer des colonnes de distillation, des réacteurs, voilà, enfin, beaucoup de calculs. Et vous découvrez également l'exploitance, c'est ça? Alors, j'étais parti en me disant je vais faire toute ma carrière en fait dans le génie chimique, ça me passionnait. Et puis, à force de regarder un petit peu mes collègues de la production, je trouvais quand même que c'était eux quand même qui étaient toujours sous les feux de la rampe. Produire, c'était la partie noble. Et je me suis dit, au bout d'un moment, ça doit être sympa quand même. Et donc, au bout d'un moment, au bout de 5 années, j'ai postulé pour évoluer et partir en ce qu'on appelle en production, en fabrication. Donc, pour sortir, comme on dit, des tonnes. D'accord, donc c'est là où vous changez Je change de site. 1992, c'est ça? 92, c'est ça, oui. Pour 4 ans, changer de site, effectivement, toujours pour la même maison, oui. Mais comme ingénieur de fabrication à l'usine de Pierre-Bénite, là c'est près de Lyon. Près de Lyon, oui. Vous passez de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Juste pour illustrer, la production sur le site de Gonfreville, c'est des 200 tonnes par heure. Ouais. Je suis passé à 200 kilos par heure. D'accord. Effectivement, l'anecdote qui m'a marqué, c'est en faisant la visite de l'usine, on m'a dit, regarde, il y a les colonnes de distillation. Et pour moi, ce que je voyais, c'était des tuyaux. Ils étaient beaucoup plus petits que les tuyaux de
de Vapocracker. Donc très rapidement, dans cette usine, vous fabriquez quoi? Des polymères fluorés. C'est quoi? C'est des polymères qui sont à très haute... Qu'est-ce que c'est que polymère, je n'ai pas fait chimie, moi. Un polymère, c'est une agglomération de monomères qui sert à faire essentiellement des plastiques. D'accord. Et on faisait des plastiques donc de haute technicité, ce qu'on appelle le Kynar aujourd'hui. D'accord. Ça parlera à certains... Ça évoquera quelque chose à certains qui écouteront cette vidéo peut-être. Alors vous découvrez la fabrication et le management, mais dans un cadre un peu différent de ce que vous aviez connu précédemment, puisqu'il y a une culture syndicale très forte. D'abord, est-ce que le management, vous étiez formé ou est-ce que vous êtes formé sur le tas? Oui, on avait, avant de nous lâcher en exploitation, ce qu'on appelle l'exploitation, on a un cursus de formation en management. Mais entre la théorie et la pratique, je ne veux pas de dessin, il y a un monde. Surtout que vous arrivez avec, justement, je le disais, cette culture syndicale très forte et, comme disait Krasuki, c'est la grève, les premières grèves, une semaine pour la première. Comment vous avez géré cette crise? Ça a été quelque chose de surprenant pour moi parce que je n'avais jamais été confronté en direct à un mouvement de grève. C'était virulent? Non, c'était pas virulent, mais c'était quand même constant et c'était ferme. Et en fait, on en est sorti au bout d'une semaine de grève, parce qu'une semaine, c'est le minimum syndical, je dirais. On est sorti au bout d'une semaine de grève grâce à l'intervention en fait du contremaître qui a, sur la dernière réunion qu'on a eue de négociation, a pris le leadership et puis a réussi à convaincre les ouvriers de reprendre le travail sous certaines conditions. Donc je le remercie aujourd'hui. À l'époque, il est venu me voir à la fin, il m'a dit je sais pas si j'ai bien fait, je l'ai félicité parce qu'effectivement, il m'avait sorti une belle épine du pied. J'apprenais mon métier moi aussi. C'est sur le tas là, c'est le cas de le dire. Alors pour ces deux postes, le précédent et celui-là, vous avez déjà des rapports avec la sécurité-sûreté, j'imagine, même si on est encore très éloigné de ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais il y a un début de prise de conscience au début des années 90. Oui, parce que moi, la chose qui m'a vraiment surprise, c'était en 1995, lorsque j'ai entendu le chef de service sécurité de la plateforme dire « À partir d'aujourd'hui, l'accident est devenu intolérable socialement et sociétalement ». Et ça a été un changement complet de vision, de paradigme, et qui a changé complètement la vision que l'on avait de la sécurité. Ça a été le premier petit choc. Et ça m'est resté. Donc, vous vous êtes projeté dans vos futures missions et dans vos futurs jobs en vous disant « ça doit être un de mes axes principaux ». À l'époque, non. J'avais pas encore cette prise de conscience. C'était vraiment récent pour l'instant. J'étais vraiment préoccupé par mes problèmes de management, des problèmes de gestion d'effectifs. J'avais 45 personnes avec moi, j'étais jeune. Donc, c'était ça qui me focalisait à cet instant-là. Alors c'est venu plus tard, ça. En 96, vous partez 2 ans toujours pour Alpha Tochem, mais comme responsable de production de la filiale, je vais vous laisser dire Norsoas. Norsoas, l'usine de Villiers-Saint-Paul, au nord de Paris, 60 personnes environ. Quelles étaient vos missions là? Vous êtes rentré davantage dans cet univers de la santé, sûreté, sécurité? Alors, j'étais là-bas comme responsable production, mais... rapidement, j'étais confronté à une autre société. Enfin, la joint venture, c'était moitié Alpha Tochem à l'époque et moitié Romeas. Et Romeas avait vraiment une longueur d'avance en matière de sécurité sur Alpha Tochem. Et j'avais été marqué par une chose, c'est en 98, on avait eu le Safety Award de la petite usine de Romeas. Et le PDG est venu en personne nous le remettre. Je me suis dit quand même, si un PDG se déplace, c'est que vraiment la sécurité soit importante pour eux. C'était un des premiers... un premier engagement, un premier signe de leadership visible sur le terrain d'un grand patron. Et ça m'a marqué, ça. Donc ça a été effectivement un déclencheur aussi. Oui, ça et puis la culture sécurité qui était prônée par Romeas m'a vraiment marqué, là. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'importance du sujet. Alors, en 98 et pour 2 ans, jusqu'à 2000, vous êtes directeur de l'usine, justement, de Villiers-Saint-Paul, pour une société qui s'appelle Romeas, qui rachète le site, donc qui vous conserve. Voilà, j'ai mal vécu cette époque-là, enfin le début, effectivement. J'ai pris ça comme étant une trahison de la part d'Alpha Tochem, de m'avoir envoyé en filiale et puis de me vendre avec les meubles. Mais rapidement, j'ai vu qu'il y avait un beau challenge à relever. Et l'équipe vous a bien accueilli, la nouvelle équipe? C'était la même, hein. C'était la même équipe, mais il a fallu qu'on a étoffé. Oui, je les connaissais, c'était les mêmes. C'était les mêmes qu'avant, sinon, si ce n'est qu'on a validé le fait que ce site-là était un site Romeas. D'accord. Et donc, il y avait un beau challenge à relever et je ne me suis pas posé de questions au-delà d'une semaine. Alors là, en plus de ça, en termes de sécurité, il y a des standards qui sont encore plus élevés. Oui. Ça consiste en quoi, là, vos missions, justement, pour élever ces standards? Il y a toute une politique qui était liée, en fait, à une démarche qui s'appelait l'SRS à l'époque et que Romeas mettait en place sur ses sites. Et donc, il a fallu que je mette ça, effectivement, en place
qui étaient des standards bien supérieurs à ceux d'Arkema, et beaucoup plus structurés. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, par exemple. Ne serait-ce qu'un certain nombre d'outils sécurité qui paraissent basiques aujourd'hui. Il faut se replonger dans les années 90 quand même. Mise en place des audits de sécurité, mise en place des causeries sécurité, mise en place des inspections générales de sécurité, enfin tout un tas d'éléments et d'un système de management de la sécurité qui était embryonnaire chez Elf Atokem à l'époque. Alors, 2 ans après, on est en 2000, et pour 5 ans, vous passez chez Arkema, responsable d'unité opérationnelle d'un site proche de Grenoble. Un site également très syndiqué. La grève, ça recommence pour 5 semaines. Et là, nouvelle gestion de crise. Alors effectivement, ce qui m'a fait changer, j'étais chez Romeas. On est venu me demander si je voulais bien revenir chez Arkema, enfin à Tofina à l'époque, pardon. J'ai dit oui, volontiers. Et en fait, je suis arrivé le 1er juillet 2000, et fin août, les 5 unités que j'avais sous ma responsabilité sont mis en grève les unes après les autres. Et ça a duré 5 semaines comme ça. C'est long. C'est long, je leur ai dit, écoutez, comme comité d'accueil, j'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus modeste. Bon, en fait, la grève, j'étais pour rien sur cette grève, c'était une étincelle qui a fait exploser quelque chose qui était déjà latent et qui a été rapidement pris par la direction, parce que c'est un site de 750 personnes quand même. Et donc le leadership a été pris par la direction assez rapidement parce que ça dépassait largement le cadre de mon service d'exploitation. Mais vous étiez inclus dans les négociations et dans la gestion de crise ou pas? Bien sûr, oui. Le foyer était chez moi, les ateliers en grève étaient chez moi, donc effectivement, oui. Et comment, dans ce cas de figure, on apprend sur le terrain? Est-ce qu'il y a des formations en parallèle qui sont proposées par votre employeur? Il y a des formations, mais là, j'ai dû apprendre sur le terrain, effectivement, oui. On découvre les relations sociales, les bras de fer avec les syndicats, comment négocier. Je me souviens toujours de la première réunion que j'ai eue avec eux. Ils m'ont dit, Monsieur Montagnon, vous venez de Villers-Saint-Paul, on va se renseigner sur vous, on trouvera bien quelque chose à vous reprocher. J'aurais dit, faites donc, revenons à notre recentrons-nous sur le débat qui intéresse les gens qui sont autour de la table. C'était mon premier contact avec les leaders syndicaux du site. Ouais. La valeur de l'humain était un réel combat? Oui. Alors, j'ai essayé justement de ramener ce que j'avais vu de bien chez Romeas. Et rapidement, on m'a dit, d'abord la direction m'a dit, écoutez, Montagnon, on sait ce qu'on a à faire, faites de votre côté si vous voulez. Et je me souviens très bien des premières analyses d'événements où moi, j'avais compris que déjà chez Romeas que le facteur humain était important et que s'arrêter aux problèmes techniques, ça ne résolvait qu'une toute petite partie des problèmes. J'ai commencé à mettre les approches comportementales au centre des analyses. Et là, on m'a dit, Monsieur Montagnon, on ne touche pas les camarades. Donc ça a été mon premier contact frontal sur comment apporter et faire comprendre que les approches comportementales sont capitales dans l'analyse des événements. Ça ne veut pas dire qu'on culpabilise les gens, on ne cherche pas un coupable. Non, on va le développer ça tout à l'heure. Là, on est un peu dans une époque où c'est un peu en tout cas dans votre cas de figure et dans l'univers dans lequel vous évoluez, c'est un peu les balbutiements de la sécurité. Vous travaillez sur des principes de sécurité les 2 premières années, le reste c'est plutôt focalisé sur une partie très sociale. Sur ce site, j'ai passé énormément de temps sur la partie sociale. C'était un site extrêmement compliqué. On a fait une réorganisation d'ailleurs du site avec une centaine de postes supprimés, la plupart justement dans mon secteur, puisqu'on avait arrêté des ateliers. Et par contre, bizarrement, cette restructuration s'est très bien passée. D'accord. Avec le recul, pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, par rapport à la confrontation du départ, les choses se sont beaucoup améliorées par la suite. Ceci dit, j'ai le triste record du nombre de cahiers de revendications sur les 5 ans que j'ai passés sur ce site. Ah bon, donc, vous êtes dans le Guinness. Voilà. En 2005 et jusqu'en 2010, toujours chez Arkema, vous êtes responsable des opérations du site de Mont, à Pau. Oui. Vous êtes adjoint du directeur. Est-ce que vos missions, ça évolue, ça diffère de ce que vous faisiez précédemment, ce poste d'adjoint du directeur? J'avais en fait toute la partie opérationnelle du site sous ma responsabilité, donc forcément, ça change un petit peu la façon de voir les choses. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur le transverse, sur comment mettre en synergie l'ensemble des ressources, parce qu'on avait un atelier extrêmement compliqué, qui avait énormément de problèmes de fiabilité, et là, il fallait faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens. Ça a été un vrai challenge, et j'avoue que ça a été un peu l'alignement des planètes. C'est mon site de cœur, c'est le site où je garde le meilleur souvenir. Et en sécurité, notamment, j'ai beaucoup travaillé avec le directeur sécurité du site, notamment sur la mise en place d'une culture sécurité, du leadership visible sur le terrain, etc. Donc je me suis beaucoup investi sur ces aspects comportementaux. Oui. Vous avez mis en place justement cette culture de sécurité. J'ai commencé à la mettre en place. Ouais. J'ai bâti les premières pierres. C'est une culture sécurité, ça se déclare pas, ça se démontre sur le terrain. Donc on a bâti les premières pierres pour
pour en arriver là. Et puis les successeurs ont pris la suite et ont continué à construire le système. Le système. De 2010 à 2012, donc 2 ans, toujours chez Arkema, responsable industriel des usines de Mont et Marseille, près de Colombes, contrairement à ce qu'indique son nom. Donc vous revenez en région parisienne, mais c'est une étape qui est importante pour devenir directeur d'usine. Est-ce que c'était un souhait pour vous? Oui, je voulais vraiment, j'avais touché du doigt la possibilité et la faculté qu'on avait en étant directeur d'un site de pouvoir influer sur les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action, c'est de faire bouger les choses, d'influer sur les choses. Et donc, tout naturellement, moi, j'ai demandé à évoluer. On m'a dit, OK, mais il faut passer par le siège. Alors, une fois, j'ai dit non. 2 fois, j'ai dit non. 3e fois, j'ai dit, bon, OK, je passerai par le siège. Ouais. Vous me laissez pas longtemps, pas plus de 2 ans. Ouais. Je suis resté 22 mois. Je les ai comptés. Parfait. Je voulais pas y aller. J'ai pas regretté d'être allé. Et je me suis juré de ne plus y retourner. On verra l'avenir m'a vous avez des surprises. Ouais, ouais. Alors, en tout cas, l'objectif de devenir directeur d'usine, eh bien, se concrétise exactement, puisqu'en 2012, vous devenez directeur de l'usine de Ballan. Là, on est de retour du côté de Lyon, qui est un site Céveso, et vous rentrez dans le vif du sujet, voire même à vif du sujet, puisque là, il y a 2 accidents graves pendant vos 2 ans d'activité qui vous marquent et qui vous font aussi avancer dans cette logique de toujours en vouloir plus pour la sécurité et la santé de vos employés. Effectivement, le premier accident, c'était un intervenant qui a eu le doigt sectionné, le pouce sectionné lors d'une intervention, qui était lié en fait à une mauvaise coordination entre lui et son collègue. Néanmoins, l'accident était arrivé, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, et bon, on a tiré des enseignements qu'il fallait, mais je dirais celui qui a été le plus révélateur, c'est 9 mois plus tard, donc coup sur coup, ça a été extrêmement compliqué. 9 mois plus tard, un des contremaîtres des unités du site a eu 3 doigts partiellement sectionnés en mettant sa main dans une écluse. Et en fait, c'était la personne qui avait rédigé les 30 ans d'expérience, qui avait rédigé les modes opératoires, formé les gens à utiliser ces outils, qui s'était fait piéger. Je me suis posé des tas de questions. J'ai fait venir tous les grands pontes le directeur sécurité Arkema. J'ai fait venir un tas de gens pour essayer de comprendre où est-ce qu'on avait failli. Les gens sont repartis en disant, non, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur commise? Et moi, ça me frustrait. Au bout d'un moment, je me dis, s'il y a eu un accident, c'est qu'il y a quelque chose qui a failli. On a failli quelque part. Et en fait, c'est bien plus tard, quelques mois plus tard, on m'a parlé d'un docteur en neurosciences qui s'appelle Isabelle Simonetto. En neurosciences, oui. En neurosciences, oui. Et qui travaille sur l'erreur de l'expert. Alors, juste pour informer nos amis qui nous regardent, la neuroscience, vous allez me corriger si c'est pas exactement ça, ce sont des clés d'analyse sur notre fonctionnement cérébral qui permettent d'éviter des erreurs humaines qui peuvent engendrer, bien évidemment, on le voit ici, de graves accidents dans le cas de cet univers professionnel ou d'autres. Oui, adapté à la sécurité, c'est effectivement ça. Et donc, je l'ai fait venir sur le site, elle nous a fait une contraction de sa conférence. Oui. Et c'est un peu comme si j'étais allé à Lourdes et que j'avais vu une apparition. J'ai compris ce jour-là. Enfin, je comprenais pourquoi cet expert, qui avait rédigé, qui avait formé les gens, avait pu commettre une telle erreur. Et en fait, c'est l'erreur typique de l'expert. 80% des accidents sont liés à des experts, contrairement à ce qu'on croit. Et dans ce cas de figure, pourquoi il avait commis cette erreur alors qu'il avait rédigé les process? Justement parce qu'il était dans son mode, ce qu'on appelle le mode automatique. Ouais. Pour lui, s'il mettait sa main dans cette vanne, c'est qu'elle était consignée, mise en sécurité, alors qu'un candide se serait posé la question inverse. Bien sûr. Je mets la main, vous êtes sûr que vous avez bien condamné l'équipement, etc. Donc là, il avait inversé en fait le raisonnement. Alors depuis 2017, chez Arkema, vous êtes directeur sécurité, santé et sûreté Europe. Oui. Vous êtes revenu à Paris, vous étiez juré de ne pas le faire. Mais donc quoi voilà. Vous travaillez toujours sur le comportement humain avec la neuroscience. Et est-ce que vous travaillez également sur tout ce qui est de nouvelles technologies depuis, je vais dire 10 ou 15 ans, est-ce que vous avez vu évoluer les nouvelles technologies dans votre job? Donc évidemment, les neurosciences ont été au cœur du sujet. On en met partout, en fait, dans toutes nos formations, toutes nos approches. On met des neurosciences pour expliquer le fameux pourquoi on fait les choses. Et effectivement, il y a 3 ans, j'ai lancé le digital dans la sécurité. Je me suis dit qu'il y avait des choses à faire. Je suis parti un petit peu tout seul. J'ai pas eu grand monde qui m'a aidé, mais finalement, au bout de 2 ans, tout le monde a trouvé qu'effectivement, c'était une très bonne idée. Et donc, on est en train de développer la partie digitale sur 3 grands axes. La formation en réalité virtuelle, avec un lien sur les neurosciences, encore une fois. La digitalisation des processus.
rang classique, et puis les outils connectés. Les drones, les détections piétons-chariots en matière de sécurité. Donc il y a tout un volet digital applicable à la sécurité qui nous permet de faire évoluer les choses. Mais ne jamais oublier que l'homme est au centre de tout et que l'outil ne fera jamais ce que l'homme fait. Donc il ne faut pas oublier quand même que l'approche comportementale, l'approche humaine reste au cœur de tout. Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler un nouveau projet. Vous allez quitter après je ne sais pas combien d'années. 36 ans. 36 ans de la pétrochimie. Elle ne rajeunit pas. Mais vous allez rester dans cet univers de la sécurité, mais avec un projet personnel, si vous pouvez rapidement nous en parler. Voilà, je souhaite lancer une société où je serai mon propre patron en matière de sécurité, enfin du consulting sécurité santé. En fait, c'est cette démarche, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais en tête. Et le Covid, le confinement m'a fait poser beaucoup de questions sur mon avenir. Et donc là, j'ai décidé de franchir le pas. Et l'idée phare, c'est de transmettre mon savoir. J'ai des tiroirs qui sont pleins de connaissances en toute humilité et en toute modestie. J'ai envie que ça serve à d'autres. Donc aussi bien à des étudiants qu'à typiquement des PME, des ETI, qui n'ont pas toujours la possibilité de se payer des consultants pour les aider à améliorer leurs résultats sécurité. D'accord. Donc c'est ça mon projet. C'est un joli projet, on suivra ça de près. Bien évidemment, vous pouvez rentrer en contact avec Anews Sécurité ou on vous mettra en contact avec Pierre si vous êtes intéressé, vous êtes une PME, une ETI. En ce qui concerne les crises, elles sont croissantes, ça ne va pas près de s'arrêter. On l'a vu avec le Covid, on le voit avec le cyber également. Comment le directeur sécurité peut-il mieux se préparer aujourd'hui ? Alors, il y a deux choses à bien pas confondre, la sûreté qui traite des actes de malveillance et la sécurité qui traite des accidents. Ouais. Donc si la question porte sur la sûreté, je dirais qu'aujourd'hui on est toujours, et ça ne prendra que de l'importance, à toujours rendre plus sûrs nos sites industriels. Il y a toujours un risque d'attentat quelque part. On a sécurisé nos voyageurs, on a sécurisé la sécurité, notre propriété intellectuelle et surtout la cybersécurité qui prend une tournure considérable. Ouais. Et je pense que aujourd'hui, alors suivant les organisations, le directeur sûreté est impliqué ou pas dans la cyber. Je pense que c'est fondamental qu'il le soit, parce qu'il a une approche aussi un peu plus globale. Et je pense que dans le futur, il faudra qu'il ait cette touche un petit peu de cyber. Est-ce que les nouvelles technologies vont aider le directeur sécurité dans sa globalité, puis justement dans cette gestion de crise ? Oui, encore une fois, tous les outils digitaux, ce reste des outils, c'est-à-dire qu'on les utilise bien, on les utilise mal, ça reste de nos responsabilités. Encore une fois, oui, bien sûr, ça nous aidera si on l'utilise correctement, mais n'oublions pas, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'au centre de tout, il y a l'homme. On a presque terminé cette émission, mais on n'a pas encore parlé du continuum de la sécurité. J'imagine que dans l'univers de la pétrochimie, ce continuum de la sécurité entre la sécurité privée et la sécurité publique, il existe, il s'est développé. Comment il va évoluer pour vous ? Je pense que ça ne peut aller que dans une phase croissante. On est de plus en plus en lien avec tout ce qui se passe autour de nous. On n'est plus une société isolée, des usines isolées. On fait partie d'un tout. Et je crois que ça ne va que croître. Je l'ai expérimenté sur les quelques dernières années. On voit qu'il y a quand même un rapprochement de plus en plus. Sur les dernières années où vous commencez à se développer le continuum, quel était le lien que vous aviez avec les forces publiques ? De plus en plus, des liens. Alors, je ne peux pas effectivement donner certains débats de certains sujets, mais effectivement, on avait de plus en plus de réunions, de demandes, de sollicitations de la part de l'administration pour traiter avec eux et surtout avoir une transparence totale. Je crois que c'est très important. Il faut vraiment que le directeur sûreté ait une transparence totale vis-à-vis de l'administration. C'est capital. Ils sont là pour nous aider, ils ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, c'est clair. Je l'ai appris. Ce n'était pas forcément ma vision quand j'ai pris ce poste, mais après 5 années de pratique, j'ai compris que l'administration est là pour nous aider, pas pour nous embêter. Pierre, qu'est-ce qui vous fait encore courir professionnellement parlant ? Je suis passionné par ce métier. Je crois fondamentalement qu'un des piliers de la sécurité qu'on n'a pas traité jusqu'au bout, c'est l'homme. C'est l'homme au sens générique du terme. Et toutes les approches comportementales, ça c'est essentiel. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, bien qu'on en parle énormément, qui n'ont pas encore compris ça. Et c'est fondamental. Si on ne traite pas ce pilier-là, on continuera à avoir des accidents. Et l'homme, pas pour le culpabiliser, mais l'homme pour comprendre le fonctionnement de son cerveau, donc son fonctionnement à lui, identifier les parades de sécurité et les mettre en place. Il y a un gisement de progrès colossal. J'en suis intimement convaincu. Merci Pierre Montagnon. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci bien évidemment à la Dream Team Agora, la production, la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite pour un autre parcours. En attendant, prenez soin de vous. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.